Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Fou à lire. Je m'appelle encore pour cet épisode Frédéric Tupinier-Martin, comme dans tous les autres épisodes. Je n'ai pas encore changé de nom. Aujourd'hui, on traite de l'œuvre d'Éric Chacour, Ce que je sais de toi. Une œuvre relativement récente. Je réalise qu'on a fait quelques épisodes là, où on s'inscrivait un peu dans les rentrées littéraires, 2023-2024. On alterne, des fois avec des œuvres plus anciennes, des fois des œuvres plus récentes. Je suis joint pour cet épisode par ma collègue et amie Eliane Miron, que vous avez déjà entendu parler. C'est un autre épisode du pseudo sous-club dans l'émission qui est un club de lecture en elle-même. Bref, un épisode du club de lecture queer. Une œuvre, vous allez en entendre parler, que j'ai trouvée classique, peut-être dans la structure de l'histoire. Hein, un récit d'amour entre deux hommes qui a une fin tragique. On le voit ça malheureusement souvent là, dans les œuvres à saveur homosexuelle. Cependant, dans sa forme, dans la qualité, oh mon Dieu, la plume d'Éric Chacour, les images qu'il nous fournit, le contexte en Égypte, il y a la richesse des émotions, la complexité des personnages, vraiment, c'est une œuvre magnifique. Et donc, si vous ne l'avez pas déjà lu, mon Dieu, pesez sur pause, mettez vos souliers et garochez-vous à la bibliothèque ou à la librairie la plus proche de chez vous pour vous le procurer. Ça se dévore, c'est magnifique, c'est agréable. Et sans plus tarder, bon épisode. Faut que je te parle d'un podcast aussi, je pense que tu vas trouver drôle. Je t'écoute. C'est Top G's. C'est des filles qui se moquent des podcasts masculinistes puis en font une parodie comme si elles étaient elles-mêmes des... Des masculinistes ou des filles. Des filles. Mais ils se font passer pour des masculinistes ou ils se font passer pour des ultra-féministes en parodiant les... Ils se font passer pour des... Tu sais, les filles qui lèchent les bottes des hommes des tradwives? Ouais, genre ça. Oh. Puis elles invitent des humoristes filles qui se font passer pour des ultra-masculinistes. C'est vraiment drôle. C'est vraiment vulgaire. Ça, c'est drôle. OK, fait que leur parodie, c'est d'être encore plus masculiniste que les personnes qu'elles... Oui. Oh, wow. Je dois te l'envoyer. C'est pas tout le temps drôle, mais c'est quand même drôle. On les salue. Ouais. Des fois, je pense à des trucs. OK, attends, on parle du livre, là, parce que sinon je parle. Salut, Eliane! Salut, Fred! Ça fait, mon Dieu, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Quand est-ce qu'on a enregistré l'autre moitié de soi? C'est l'hiver. C'était cet hiver. Avant moi, j'avais pas encore fait mes examens, je pense. Non. Ça fait plus que 3 mois, je pense. Past me. Oh, je retournerai pas là. Résidence. Colin. Oh là là. Hey, je suis depuis 3 jours médecin. Félicitations. Parce que théoriquement, tant que t'as pas fini ta résidence, t'es pas considéré médecin. Ah ouais? Ouais. On n'est pas médecin résident? Oui, on est médecin résident, mais médecin officiellement, même après avoir réussi l'examen, on n'est pas médecin. C'est seulement quand on finit la résidence qu'on devient médecin pour vrai. Fait que là, c'est ça, là, on est le 2 juillet. Fait que depuis 2 jours. Félicitations. Je suis médecin. Mais faut faire quelque chose pour célébrer ton patronat. Mais je pensais que, il y avait eu le 5 à 7 des résidents, mais... Ouais, mais... En tout cas. T'étais pas là. Non, t'étais pas là. Si, c'est moi qui l'ai organisé. Oui, mais... T'étais pas dans la même table. Ah, c'est peut-être ça. Ok, T'étais à l'autre table. Bref, c'est pas important pour les gens qui sont là avec nous aujourd'hui. Sinon, on va couper encore le même nom. J'enlèverai ce bout-là au pire. Je pense que c'est pas trop grave. Mais j'essaie de laisser un peu de n'importe quoi au début, parce que c'est comme le moment de connexion, tu sais, quand on embarque dans l'épisode. Je comprends. Puis après ça, on parle du livre. Parfait. C'est un commun accord qu'on a choisi Ce que je sais de toi, Éric Chacour. Ouais, vraiment. Podcast queer. En fait, club de lecture queer qu'on l'avait appelé. Bon, là, il nous manque notre 3e membre, Wolf.
Rip Wolf. Oui, RIP. Il y a Suzanne, que tu as peut-être déjà entendue dans un épisode. Je sais pas si tu as écouté. C'est pas ta prof. Ben oui, c'est ça. Suzanne, la prof de français, j'y avais proposé de venir, puis elle non plus ne pouvait pas être là ce soir. Fait qu'elle est aussi spirituellement avec nous ce soir. Elle a-tu lu? Ben oui. As-tu donné son feedback? Oui, puis elle m'a demandé de parler des odeurs. Fait qu'il faut parler des odeurs à un moment dans le livre. Ok, je comprends. Donc, c'est ça. Ce que je sais de toi, Éric Chacour, publié en 2023, en août 2023. Premier livre d'Éric. Je l'appelais Éric comme si c'était mon grand ami, d'Éric Chacour, égypto-canadien, né à Montréal, grandi de parents égyptiens. Je pense qu'il est queer, mais je connais pas grand-chose sur sa vie. J'ai aussi essayé de voir, mais j'ai l'impression que oui. Ouais, ben, je pense, là. Mais en tout cas, bref. Je pense parce qu'il était fan d'un auteur qui est clairement un auteur gay, genre. Mais je me dis peut-être. Lequel? Bon, c'est pas grave. Il y a un nom Édouard vraiment Louis? québécois, Brousseau, Bouchard. C'est un Michel pays. Tremblay? Non. Il a écrit des pièces de théâtre. Ben, pas Jean-Philippe Barry-Guerrard. Je sais pas. Parce que lui, il est gay aussi, mais sinon... Pour vrai, je peux pas t'aider. C'était comme c'est pas grave, ça me un nom reviendra. québécois vraiment fréquent commence par B. Ou peut-être même pas. Je retire Finalement, rapidement. il s'appelle Jonathan. T'imagines? Non, le nom de famille commence Le par nom B. Hey boy. Mais je suis plus sûre. Mais je me dis peut-être je vais le noter si je l'avance comme fun fact, mais je ne l'ai pas fait parce que je m'étais dit non. Ouais, donc c'est ça. Livre publié l'an dernier. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est Éric Chacour, c'est son premier livre. Ouais. Son premier livre, quand même. Il a genre 30 quelques années, là, je pense. Il n'est pas vraiment plus vieux que moi. 39? Si vieux que ça? Ah non, peut-être je me trompe. Ça dit-tu son année de naissance? Ouais, dans la... Je sais qu'il a passé 25 ans en France. Ah, c'est pour ça qu'il parle avec un accent français, Ah. majoritairement. Parce que quand je l'ai écouté en entrevue, j'étais comme... OK, je comprends que ses parents sont égyptiens, mais je trouvais qu'il y avait vraiment un accent français pour quelqu'un qui avait grandi au Québec. Mais ouais, je pense, ça aurait du sens qu'il ait grandi ou en fait une longue partie de sa vie en France. Il a quitté à 10 ans pour aller en France 25 ans. Plus ça fait quelques années qu'il est à Montréal. Fait d'accord, on peut calculer son âge. À peu près 30, je pense que c'est 39 pour vrai. Okay. Je l'ai stocké hier. Vraiment, je l'ai savoir s'il était queer. On le salue. S'il nous écoute, salut. C'est quoi la réponse? Hein? Il peut nous dire la réponse avec une bouteille d'eau. La réponse à... S'il est queer ou pas. Ah, oui. Puis en tout cas, on y viendra, mais la réponse de la question de la fin du livre, la dernière question que pose Rafik. Ouais, je te laisse retourner voir, mais on en parlera. OK. Donc, depuis, là, je vais faire juste mon petit mot d'intro, là, mais depuis l'apparition du livre, le livre a gagné puis a été nommé et a gagné multiples prix. Je suis allé gentiment sur Wikipédia pour voir tous les prix, mais quand même, mon Dieu, je connais pas du tout la valeur de chacun des prix, fait que je peux comme pas les ordonner comme en ordre d'importance, là, mais je vais juste toutes les dire, puis ceux qui les connaissent pourront juger si ça vaut la peine ou non. Mais donc, prix du Calque, œuvre de la relève à Montréal, prix des 5 continents de la francophonie 2024, prix Fémina des lycéens 2023, bourse de la découverte de la Fondation Prince Pierre de Monaco, Festival du premier roman de Chambéry, prix Première Plume, prix des libraires 2024, prix Première Plume 2023, prix des libraires 2024, prix libraire en scène Corinne Kim, deuxième sélection du prix Fémina, et deuxième sélection du prix Renaudot. Ça, je pense que le prix Renaudot, je pense qu'il est quand même renommé. Puis sinon, vraiment, je connais très peu les autres. Donc, voilà. Mais quand même, multiples prix. Puis un peu sorti en même temps, je pense que... En fait, j'ai vu des entrevues communes avec Kevin Lambert, que notre joueur demeure. C'est peut-être la même entrevue que tu as vue. Je te vois acquiescer. Là, mais... Non, mais moi aussi, quand je lisais dessus, que notre joie demeure ressortait tout. C'est ça. C'est comme un peu la récolte littéraire, là, je pense, de l'an dernier. Puis c'est ça. C'était peut-être les livres qui ont été les plus... ceux-là. Triste Tigre aussi, que j'aimerais traiter, là, qui est un livre sur le viol, notamment, là, aussi. Mais bon, qui est un livre français, là. Mais c'était comme les livres dont on parlait beaucoup l'an dernier, puis en début d'année, cette année aussi. Là. Donc... Bon, résumé
résumé de l'histoire. Let's go. Il y a beaucoup de stock. C'est un livre de 300 pages, mais quand même assez dense là, en péripéties. Mais essentiellement, l'histoire... bon, le livre est divisé en trois sections. Toi, moi et nous. C'est une narration... Ben, au début, qui semble être au-dessus, mais bon, où le narrateur se révèle durant le récit. Mais donc, on suit un jeune Égyptien qui s'appelle Tarek, qui grandit dans une famille au Caire, une famille où le père est médecin. Puis, bref, au début, vraiment, on le suit vraiment sa tendre enfance, où finalement son père comment dire, lui confie la responsabilité de devenir médecin lui-même, là, ou bref, c'est ça, lui impose un peu de devenir médecin. Je pense que c'est médecin, ingénieur ou je sais pas quoi, puis il répond médecin, puis donc c'est médecin qu'il doit devenir. Puis donc, c'est un peu, c'est ça, Tarek évolue un peu dans cette... Ah oui, puis important à dire aussi, Tarek évolue dans le monde chrétien égyptien, donc c'est comme une sous-catégorie là, qui appelle les Levantins, qui est comme une diaspora de gens qui proviennent principalement, je pense, du Liban puis de la Syrie, mais qui ont immigré en Égypte, puis qui ont formé une espèce de communauté chrétienne. Je te vois, t'avais-tu quelque chose? Ah, c'est un peu Ok. aussi une élite intellectuelle, Oui, j'ai aussi. l'impression. Oui, tout à fait. Puis donc, c'est ça, on le suit dans ce monde-là, qui est finalement une toute petite minorité à l'intérieur de l'Égypte puis du Caire, là où il grandit. Puis donc, c'est ça, Tarek devient neurochirurgien pour plaire à son père, puis un peu toujours étranger lui-même, là, tu sais, va suivre les traces, va vivre sa vie sans trop se poser de questions, avec une mère aussi qui est très, très contrôlante d'une certaine manière. Puis son père va mourir assez jeune. Je pense je pense que c'est juste au moment où il gradue médecin, à peu près, il doit avoir dans une vingtaine d'années. Son père meurt, puis Tarek finalement reprend la clinique où son père travaillait et aussi un espèce de dispensaire dans le quartier pauvre du Caire. Puis donc voilà, c'est ça. Tarek finalement rencontre une fille. On en parle peu, là, mais on parle peu de ses expériences. Puis finalement rencontre une fille qu'il avait déjà connue, une ancienne flamme qu'il avait déjà connue 14 ans avant de la revoir finalement au Caire. La marie. Ont une aventure qui dure à peu près un an. Ben, en fait, ont une passion, je dirais, qui dure à peu près un an. Puis après ça, tombent dans l'ennui de leur vie quotidienne. Et vient un moment où un jeune homme du nom de Ali vient le retrouver dans sa clinique, en fait dans le dispensaire où il aide les populations plus pauvres du Caire. Puis Ali vient lui demander de venir observer sa mère. Sa mère qui, on va comprendre, a un trouble neurologique dégénératif. Puis, bref, on ne sait pas trop pourquoi Tarek accepte là, d'aller passer. Bon, j'imagine qu'il y a eu un intérêt, mais c'est parce que Tarek est comme toujours un peu extérieur à lui-même, donc on ne comprend jamais vraiment c'est quoi son processus de pensée. Puis le narrateur n'est pas Tarek, donc on ne sait jamais trop ce qu'il pense. Et donc, c'est ça, accepte d'aller semaine après semaine passer du temps puis observer la mère d'Ali qui, elle, n'accepte pas de se faire examiner de toute façon. Mais bref, passe du temps ensemble. Puis, ultimement, après une ou deux années, je pense, la mère d'Ali, finalement... En fait, c'est pas vrai. Juste avant sa mort, la mère d'Ali a une discussion seule à seule avec Tarek puis lui dit, bon, je le sais que je suis malade, je sais que mon état se détériore parce que, manifestement, sa maladie se détériorait. Peux-tu prendre soin d'Ali? Peux-tu lui montrer les rudiments de la médecine ou en tout cas du moins le prendre comme assistant puis l'accompagner là-dedans puis essentiellement prendre soin de lui après ma mort. Et finalement elle meurt et puis aussi au travers de tout ça, bon, Tarek le prend Ali comme assistant puis donc lorsqu'elle meurt, peu de temps après les funérailles ou genre le soir quand Tarek va reporter Ali, ils s'embrassent. Puis commence une espèce d'amourette, ben pas d'amourette, là, mais d'histoire d'amour un peu tumultueuse dans une Égypte aussi très conservatrice. Puis, donc, au début, c'est ça. Tarek sait pas trop quoi faire avec ça. Puis là, ça prend de plus en plus de place dans sa vie. Puis tout le monde commence à s'en rendre compte autour de lui. Puis lui est un peu dans le déni de tout ça. Puis sa femme va commencer à s'éloigner aussi, à partir en voyage. Puis là, Tarek amène Ali chez lui. Ils vivent une espèce de vie de couple dans sa maison, un peu weird.
où tout le monde fait semblant qu'il ne se passe rien, mais en même temps, les rumeurs commencent à circuler, puis il commence à avoir des signes de mouvements islamistes qui désapprouvent finalement de leur amour. Puis finalement, donc, Ali, c'est ça, bref, ils ont comme des chicanes. Tarek finit par un peu s'ouvrir les yeux, décide de mettre fin à leur relation entre lui et Ali. La clinique de Tarek se fait vandaliser par un groupe islamique. Son chat se fait tuer, puis il signe des messages avec le sang du chat à l'intérieur de la clinique. Et puis finalement, donc, bref, peu après que la clinique a été vandalisée, la mère de Tarek lui apprend que Ali est mort. Puis qu'il s'est noyé dans le Nil. En fait, qu'il a été retrouvé noyé dans le Nil. Et bon, Tarek le cherche, mais peu de temps après, en fait, le trouve pas. Peu de temps après, annonce à sa famille qu'il va quitter pour le Canada, pour Montréal. Et c'est à peu près là, je pense, que le narrateur se révèle. C'est là, finalement, qu'on comprend que le narrateur, puis il faut dire, le livre se promène dans les années, puis tout ça, mais on comprend que le narrateur, finalement, c'est le fils de Tarek, le fils secret, parce qu'il n'a jamais su qu'au moment où il est parti, sa femme, Mira, était enceinte, et elle ne lui a pas révélé la naissance, en fait, de son fils. Et par la suite, on suit son fils, on raconte son enfance où on lui a jamais parlé de son père. Son père, c'était comme une personne qui vivait dans la honte. Où en fait, où il y avait une honte sur la famille au complet de la relation homosexuelle de son père. Et il n'a jamais pu prendre contact avec lui. Et on raconte un peu la fascination de l'enfant pour cette figure paternelle-là inexistante. Et finalement, lorsque la grand-mère, donc la mère de Tarek, la grand-mère du narrateur, Rafik, le fils de Tarek, lorsqu'elle meurt, c'est finalement le moment où en fait, Rafik, parce que son père revient assister aux funérailles de sa grand-mère, de sa grand-mère, et il espère voir son père. Et en fait, on révèle aussi durant l'enfance de Rafik qu'Ali était encore vivant et qu'il envoyait des lettres à Tarek via sa mère, mais que sa mère lui envoyait jamais les lettres au Canada. Et Rafik les découvre et lors de la mort de sa grand-mère, place les lettres pour que Tarek les découvre et qu'il comprenne que Ali est toujours vivant. Et lorsque Tarek les découvre, bref, décide de ne pas assister aux funérailles, se fait prévenir par la servante de la famille que, il est mieux de ne pas assister aux funérailles parce que de toute façon, ça va être une humiliation pour lui puis pour son fils. Mais il ne sait pas encore qu'il y a un fils, mais bref, ça va être une humiliation pour lui. Et après, du même coup que Ali est toujours vivant, décide d'aller le rejoindre là où il est en Égypte. Ou en tout cas là où il a été vu la dernière fois, puis se rend dans la région d'Égypte où Ali se situe, découvre que Ali est mort, finalement, que ça n'a pas marché. Ben, en fait, pas que ça n'a pas marché, mais que finalement, la maladie de sa mère l'avait rattrapé, puis qu'il est décédé, et revient au Canada par la suite. Et bref, l'histoire se termine où finalement, son fils prend contact avec son père à travers une espèce de pseudo-identité de journaliste où il se fait passer pour un journaliste. Et finalement, Tarek va comme comprendre que ce journaliste-là n'est pas un journaliste. Puis, bref, c'est pas trop clair, mais ils décident de se rencontrer dans un congrès à Boston. Et c'est finalement, le livre se termine sur cette rencontre-là entre Tarek et son fils. Voilà. Ça a pris combien de temps cette histoire-là, là? Beaucoup trop long. Ouais, un bon 10 minutes, au moins. Bien joué, quand 15 même. minutes. Mais c'est en le racontant que je fais comme, mon Dieu, c'est quand même une histoire complexe. Parce que là, il y a probablement des bouts que j'ai oubliés, mais puis je m'étais pris beaucoup trop de notes pour être capable de les lire pendant que j'en parlais. Fait que, voilà. Bien joué. Mais c'est ça. Non, mais tu l'as bien résumé. Je te laisse commencer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Je veux savoir si t'as aimé ça. J'ai l'impression que t'aimerais beaucoup ce livre. J'ai lu le livre et je l'ai encore plus aimé quand je l'ai lu la deuxième fois. C'est un livre
que c'est une histoire qui a été écrite 1000 fois. L'histoire de deux gars, un qui est hétéro, l'autre qui est gay, puis qui vit sa vie de bohème, puis là, découvre la vie de bohème de l'autre. Et évidemment, la tragédie va les séparer. Ça a été écrit 1 million de fois. Puis pas nécessairement en Égypte, là, mais c'est l'histoire gay par excellence. Là. Il me semble que toutes les histoires gays, c'est ça. Par contre, ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est tellement bien écrit. Là. C'est les images qui sont utilisées par Éric. Puis là, j'en ai Éric, là, Monsieur Chacot. Je sais pas comment. Par Éric Chacot. Puis j'en ai noté quelques-unes auxquelles on pourra toucher éventuellement, mais c'est ça, cette beauté-là dans l'écriture, les images qui sont utilisées dans l'introspection des personnages, dans la psychologie des personnages, dans la tendresse avec laquelle ils sont décrits. Voilà. Ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. Mais voilà. Je sais pas comment toi, t'as... Ouais, moi aussi, je trouvais que c'était très bien écrit. Puis, même si l'histoire n'était pas forcément révolutionnaire, je trouve aussi le point de vue du narrateur apportait quelque chose avec un revirement. Oui. Vas-y. Ben, les narrateurs au-dessus, hein, on n'en voit pas souvent. Mm-hmm. Puis le seul autre que moi j'ai lu dans ma vie, c'était... C'est drôle, ça fait pas longtemps, mais c'était Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Ah. Puis il y avait vraiment cette idée-là de raconter l'histoire d'un personnage qui est un peu dépersonnalisé, vraiment comme le symptôme psychiatrique de sortir de soi-même. Alors que là, ici, c'est pas pareil parce que finalement, on découvre que c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit, puis il peut juste se faire une idée de ce que son père vraiment vivait puis ce qu'il pensait, mais ouais. Je sais plus d'où je suis parti avec ça. Mon Dieu. Est-ce que la deuxième personne rajoutait quelque chose? Le narrateur au-dessus? Oui, c'est ça. Mais oui, mais oui, j'ai trouvé que ça rajoutait quelque chose. Puis ce que ça m'a aussi un peu rappelé, c'était L'étranger de Camus, où finalement le personnage est toujours inconscient de ce qu'il vit, tu sais. Passif. Ouais, puis j'ai trouvé souvent Tarek, c'était un peu ça, là, comme on dirait qu'il est jamais trop... qu'il est un peu toujours au-dessus de ses affaires, mais sans trop comprendre ce qui se passe. Puis j'ai pas trouvé toujours très likable. Je suis d'accord. Ouais. Je le trouve très passif aussi. Puis il parle peu de ses émotions, mais je pense que c'est justement parce que le fils a peu accès à qui il est réellement. Ben c'est ça, c'est peut-être un jeu de style, puis finalement, c'est ça. C'était vraiment plus une volonté dans la... Puis que le personnage est peut-être pas nécessairement aussi dénué d'émotions qu'on peut penser. C'est ça que je me suis demandé, que c'est pour ça que je vais le relire. J'ai pas eu le temps de le relire complètement au complet, mais je me suis dit, maintenant que je sais qui est le narrateur, est-ce que... Parce que ceux qui sont plus construits comme personnages, c'est ceux que le fils a côtoyé, donc sa grand-mère, Fateya, sa sœur... Même Ali, au travers de ses lettres, il est beaucoup plus touchant et on a plus d'informations sur lui. Tarek, lui, c'est comme un petit truc qui flotte dans la mer, puis on le traîne un peu partout, puis... C'est drôle parce que moi, la première fois que je l'ai lu, les 50 premières pages, j'ai eu de l'ennui. Ouais, les premières pages, je t'avoue. OK, ben c'est peut-être pas juste moi, là. OK. Mais quand je les ai relus, c'était moins pire. C'est comme si ça coulait plus parce que je savais déjà qu'est-ce qui allait se passer. Mais au début, quand on raconte son enfance, son père, c'est comme si des fois c'était un peu... c'est ça, un peu quelconque, c'est le mot que je cherchais. Puis là, à un moment donné, OK, là, tu sais, il se déclenche quelque chose, là, mais ouais, j'ai trouvé que le début était plus lent. Puis toi, c'est quoi l'élément qui a déclencheur où l'histoire commence à se dérouler? Est-ce que c'est Mira ou c'est Ali? Parce que Mira a quand même amené quelque chose, un rythme, puis... Ali s'enchaîne tout de suite après, ou la mère d'Ali. Ben, on sait pas grand-chose sur Mira, là. J'ai trouvé que ça avait juste l'air d'une femme comme dépressive, peu présente pour qui que ce soit, en fait, puis qui n'a jamais réussi à se remettre, finalement. Mais en même temps, probablement dans une société égyptienne où c'était quand même vraiment difficile d'être une femme puis d'avoir son agentivité, là, mais... Puis, quoique sa mère, qui est tout l'inverse de Mira, elle semblait vraiment... vraiment vivre sa vie de manière très indépendante, là, malgré son statut de femme en Égypte. Là. Mais ouais, l'élément déclencheur, non, j'ai plus trouvé que c'était Tarek. C'était Ali, pardon. Oui, c'est ça.
parce que finalement, le seul moment où Tarek devient vraiment investi, je trouve, c'est quand Ali apparaît. Parce que sinon, on dirait qu'il est juste sur le pilote automatique jusqu'à cette rencontre-là. Puis Euh, après. oui, c'est ça. Puis après, quand Ali disparaît. Mais même pendant, c'est ça que je trouve curieux, leur relation est pas si intéressante. Ben, pas intéressante, elle est très intéressante, mais c'est tellement triste, puis c'est tellement... Ça a l'air conflictuel, c'est une lutte... Mhm. Il y a beaucoup de thèmes qui sont touchés par le livre, comme... Ben, vas-y. Non, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai pas trouvé... Ils se chicanent constamment. Ouais. Puis c'est correct là en même temps parce que Ali, finalement, on comprend que ben, pour se sortir du trouble, vivait du travail du sexe, ce qui heurte quand même beaucoup Tarek. Puis ben, en fait, c'est ça, il y a vraiment une histoire de lutte de classe sociale entre eux. Où finalement Tarek, lui est né dans une famille pas aristocrate, mais bourgeoise là, de l'Égypte, alors qu'Ali lui a grandi dans un quartier complètement défavorisé. Puis on apprend, c'est ça, qu'il a dû faire du travail du sexe pour s'en sortir. Puis Tarek a comme un peu au début le désir de l'impressionner avec son argent. Puis Ali se met complètement en opposition. Mon Dieu. Ça, c'est mon eau pétillante qui me fait... Mais Alice se met complètement en En opposition. en opposition, mon Dieu. En opposition avec cette posture-là de Tarek, de vouloir l'impressionner. Puis on découvre finalement que à travers tous ses clients, a déjà un peu vécu par proxy la vie des gens riches et célèbres, un peu. Puis finalement, c'est Tarek qui va découvrir une vie pas interlope, mais alternative ou underground un peu du cœur en allant dans des bars clandestins, en frenchant, en buvant de l'alcool, dans un peu cette vie de débauche-là à laquelle il s'était jamais autorisé. Puis il y a ce court instant-là où il va vivre réellement pendant le roman, puis ça disparaît dès que Alice sort de sa vie, mais ouais. Mais leur relation, c'est ça, c'est... Ils communiquent pas beaucoup, je trouve, aussi. Non. Puis ils se disent... Puis en fait, le moment où ils viennent à parler de leurs sentiments, ils ont genre une gigantesque chicane, puis ils se disent jamais je t'aime, puis c'est comme juste, mais non, là, je suis juste un, tu sais, c'est ça marchera jamais entre nous, puis, excuse, je te frotte les pieds. Ça marchera jamais entre nous, puis finalement, je te dirais pas que je t'aime, puis t'aimerais, non, c'est ça, ils s'obstinent pour dire, quoi, t'aimerais que je dise qu'on fait l'amour, tu sais, puis lui, il dit non, on fait juste baiser, tu sais, puis c'est tout, puis, tu sais, dans le fond, c'est quoi, t'aimerais que je te dise je t'aime, puis c'est comme, ben non, réveille, tu sais, il y a rien qui nous unit, puis alors que finalement, tout le reste du livre, on comprend qu'il s'aimait, mais qu'il était pas capable de se le dire. C'est un peu, en tout cas, c'est un peu bizarre quand même comme relation. Mais c'est comme s'ils avaient jamais réfléchi. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est le narrateur, le fils, qui comprend pas? Ouais, ou qui, en fait, il sait pas. Il a juste accès aux lettres où c'est évident que Ali aime Tarek. Je sais pas. Mais l'histoire d'amour prend peu de place. Mais c'est vrai que dans les lettres, c'est clair que Ali, on comprenait qu'à mot couvert, il essayait de lui, parce qu'il voulait pas que sa mère déchire les lettres ou lui transmette pas, donc il essayait de lui dire à mot couvert qu'il l'aimait. Mais cette scène-là, c'est ça, c'est qu'il y a des scènes que clairement Rafik aurait jamais pu savoir ces choses-là, là, à moins que c'était des bribes de Fataya, là, comme il disait. D'ailleurs, en tout cas, oui, vas-y. Non, mais comme toi, quand j'ai relu, je me suis dit, OK, est-ce que vraiment... Comment il aurait pu savoir ça? Là? Exact. Ouais. C'est que je me suis dit. Puis même des scènes où Fataya n'est même pas là, tu sais, donc faudrait que sa tante Nesrine lui raconte ou que sa grand-mère lui ait raconté. Là. Ou sa mère, ou les lettres. Mais à quel point les lettres alors que savaient... sa grand-mère, sa mère, puis Fataya lui parlait jamais de Tarek parce que c'était comme honteux de parler de Tarek. T'sais. Donc, en tout cas, c'est un peu étrange. Là. Mais... Je comprends. Je me suis dit, sur le coup, quand j'ai eu la révélation, je suis genre... Oh, imagine si depuis le début, en fait, son fils, il y a juste des scènes que, dans le fond, c'est les femmes qui lui ont raconté. C'est le point de vue des femmes qu'on a l'histoire de Tarek. Ouais. Mais en fait, non. Il y a des choses il sait trop. Là. C'est comme un narrateur omniscient jusqu'à un certain moment où là, il y a une transition. Puis tu commences à te poser une question. Ah, il parle au jeu? C'est qui? Ouais. Moi aussi, parce qu'au début, je me suis dit, c'est un livre écrit au-dessus, tu sais. Puis là, quand le jeu est apparu, j'ai fait « Oh, wow, OK, qu'est-ce qui se passe? » là? Ouais, cette transition-là est quand même vraiment, vraiment intéressante. Là.
Moi aussi, j'ai aimé ce passage-là. Mm. Tu pensais que c'était qui au début? C'était quoi tes hypothèses? Hey, oui, c'est vrai, parce que oui, c'est vrai, moi aussi, oui, c'est vrai, oui. Je pense, au début, je me suis dit, c'est-tu Mira qui raconte? Puis là, j'étais comme, non, ça marche pas, parce qu'on parle d'elle à la troisième. Fait que là, franchement, je savais pas trop, là. Je me dis, peut-être Fataya, ou qui est comme un peu partout tout le temps. Non, je savais vraiment pas, en fait, au début, qui écrivait, là. Je me suis posé la même question aussi. J'avais aucune idée. Mm. C'est juste quelqu'un au hasard qu'on n'a juste jamais mentionné. Mais en fait, c'est son fils. Puis, qu'est-ce que tu as pensé de son fils, toi? Je trouve que pour un enfant de 16 ans, né dans l'Égypte, en Égypte, en fait, je trouve qu'il était vraiment ouvert d'esprit. Puis j'étais comme, yo, quand même, l'homosexualité, début des années 2000, il est comme. Parce que bon, au début, il vit de la colère pour son père, tu sais, il est ambivalent, tout ça, il se sent abandonné, mais son père ignore son existence, là, donc on peut pas. En tout cas, on peut. On peut-tu abandonner un enfant dont on ignore l'existence? C'est une grande question. Je pense que le livre pose, puis à laquelle j'ai pas la réponse, là, mais. Euh, donc, je l'ai trouvé vraiment intelligent. J'ai trouvé, c'est ça, mature, ou en tout cas éveillé, puis très compréhensif de l'amour que son père portait pour Ali, tu sais, alors que on pourrait penser que c'est toute autre valeur qui lui aurait été transmise par son environnement. Donc, j'ai trouvé ça un peu invraisemblable, peut-être, en fait, qu'il soit arrivé à ces conclusions-là comme un enfant normal qui grandit dans un environnement où, normalement, il n'aurait pas dû penser ces choses-là. Ouais. Mais j'étais pas sûre si sa famille, Tarek, détestait Ali parce que Ben oui. Ben, en tout cas. il détestait ce qu'il représentait ou qu'est-ce qu'il a causé, mais en même temps, la mère de Tarek, elle a quand même beaucoup aidé Ali. Ben, hey, mon Dieu, ça, c'est un des plus beaux passages. Ok, il faut que je le lise. Parce que c'est. En fait, c'est là où c'est dans le. En fait, je pense je sais même pas si je l'ai dit dans mon résumé, mais Ali puis la mère de Ah Tarek. oui! Oui, excusez. Oui, parce que là, je l'ai pas révélé, mais on apprend dans le livre, mon Dieu, plus bas, c'est pas grave. Mais on apprend. Mais non, c'est ça. Mais on apprend dans le livre que la mère de Tarek et Ali ont, pour la première mort simulée finalement d'Ali, avait signé un. Bon, en tout cas, pas signé, mais avait pris un pacte comme quoi Ali allait être envoyé dans une école de médecine, assister, en fait, auprès d'un médecin pour l'assister, puis qui allait éventuellement fonder une école de médecine, mais allait assister un médecin et que lui allait simuler sa mort pour libérer finalement Tarek, peut-être du fardeau que la présence d'Ali pouvait représenter, puis du danger que ça pouvait représenter aussi en Égypte de l'époque. Mm-hmm. Mais il y a un passage vraiment magnifique où on raconte pourquoi Ali a accepté le deal, ou en tout cas le pacte que sa mère lui proposait. 261, pardon. Plus tu y pensais, et moins tu parvenais à lui en vouloir. Après tout, au nom de quoi aurait-il refusé? Là, on parle d'Ali et du pacte avec sa mère. Du travail que tu lui offrais, de vos clandestines amours sans lendemain, le déséquilibre de vos existences t'avait donné le sentiment d'être son bienfaiteur, mais après tout, qu'avais-tu fait pour lui? Du médecin, il n'était que l'assistant, de l'homme, l'amant. Tu l'avais cantonné à des miettes de ton existence, des seconds rôles sans ambition. Tu n'avais jamais renoncé à quoi que ce soit pour lui. Tu avais simplement partagé un peu de ton présent étouffant, là où ta mère lui offrait un avenir. Tu en vins à te demander si, en fin de compte, elle ne s'était pas montrée plus généreuse que tu n'avais su l'être à son égard. C'est ça que tu disais, finalement, sa mère, elle l'aide Ali d'une certaine manière, mais moi, je pense quand même qu'elle a voulu se débarrasser de lui, parce que ça représentait tellement un problème pour la famille au complet, puis pour la réputation de la famille, puis que, en tout cas, on peut quand même penser qu'elle l'aimait pas vraiment, puis après ça, on n'en parle jamais, puis c'est comme un gros tabou dans la famille. Là. Oui, mais elle garde ses lettres, elle aurait pu les brûler. Comme... Même chose pour sa sœur, elle est fâchée contre Ali, elle le déteste parce qu'il a ruiné sa famille, mais quand son frère Tarek avoue qu'il aimait Ali, Ouais. j'ai l'impression que Elle est c'est... compréhensive. Exact.
je pense que Nesrine, la sœur de Tarek. D'ailleurs, Fataya s'appelle Nesrine aussi. Hein. Ça, Oui, c'est drôle. ça, j'ai aimé ce passage. passage-là, moi aussi. Mais bon, on sort du coq à l'âne, là, mais ben oui, je pense qu'il y a une ambivalence, surtout pour Nesrine. Moi, je pense que sa mère, elle détestait Ali pour vrai. Mais je pense que Nesrine comprend mieux l'amour de son frère pour Ali. Mais sa mère aurait pu être beaucoup plus cruelle avec Ali, puis elle a quand même été clémente. Elle lui a... Ben, je pense que c'était du donnant-donnant. Là. Je pense que c'était un pacte. Là. Je pense qu'Ali savait négocier. Là. ça se Ben, peut. je pense, là. Je veux dire, mais... J'ai l'impression qu'Ali aurait même quitté... Tu penses? Ben, il commençait Ben, il n'y à... avait rien à perdre. Là. Ben, Ben, parce qu'il aimait Tarek et il voyait que ça le mettait en danger. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça l'entente, c'est que lui, c'est ça. Ben, en fait, Ali avait peur de ruiner la vie de Tarek, sa vie de médecin. Puis Ali était beaucoup plus conscient en fait, des rumeurs qui se répandaient, puis de la réputation qui était en train de se détériorer. Là. Des patients qui refusaient de venir à la clinique. Puis, d'ailleurs, la scène du carnage dans la clinique, c'est jamais dit c'est qui l'a orchestré. Puis je me suis dit, c'est-tu la mère de Tarek qui aurait elle-même... Tuer le chat. Ouais. Ben, pas elle-même de ses propres mains, mais ou qui aurait orchestré, tu sais, qui aurait payé des voyous, je sais pas quoi, là, mais... Je me suis posé cette question-là parce que c'était... Tu sais, c'est sous-entendu qu'il y a un groupe islamiste qui les a observés puis qui est en... Menace. Oui, c'est ça que les menaces, ils parlent, dans le fond, d'islamistes qui reviennent d'Arabie Saoudite puis qui viennent un peu radicaliser le portrait musulman en Égypte. Puis d'ailleurs, on l'a pas dit, mais l'œuvre se déroule dans les années 80 principalement. Mais quand même, c'est parce que c'est pas clair qui l'a organisé l'attentat dans la clinique. Donc, je me suis demandé, est-ce que ça aurait pu être sa mère qui l'aurait, pour un peu provoquer le destin d'une certaine manière. Je me suis demandé, mais le chat a tellement été tué violemment, elle aimait beaucoup Nesrine. C'était dégueulasse. Hein? Je le relis ce passage-là, puis j'ai le cœur qui me lève. Mais... Ouais. Je me suis... Parce que juste avant, lui, il monte en haut, puis il voit Omar, c'est l'homme qui est en fait homosexuel lui-même, mais caché, puis... Un homme d'affaires très, très riche en Égypte, qui était un des clients de Ali, puis qui était aussi un patient de Tarek, et donc qui a répandu la rumeur pour se protéger lui-même avant d'être atteint lui-même. Donc, Fait quand Tarek monte, Omar, il sort en même temps, puis on sait qu'Omar, on se entend que c'est quand même un homme violent. Ah? Violent, en tout cas. Plus comme, je pense, ouais. Pas une bonne personne. Clairement un homme avec peu de scrupules, là, mais violent, en tout cas, c'est pas clair. Mais ouais. Ouais, je t'arrête peut-être, mais j'ai l'impression, moi, je le vois, je me suis dit, OK, il exploite ses employés quand on l'a décrit. Je me suis dit, ouais. Mais ça se peut. Puis là, sa mère, pourquoi elle parlera avec Omar? Puis là, quelques temps après, il y a l'attaque, mais ça coïncide aussi avec le moment où il y a les menaces autant au dispensaire que à sa clinique. Fait que ça vient de partout. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la mère, mais j'aime ça penser que la mère a pas tué le chat parce qu'elle aimait sa fille beaucoup, qui aimait beaucoup le chat. C'est vrai que c'était Nesrine qui s'occupait de Tarbouche, le chat. Exact. Je me suis dit ça, mais après, je me suis dit, elle a peut-être juste profité de l'attaque. Oui, ça se peut. Parce que, dans le fond, que Ali se soit noyé, ce qui est un peu un conte parce qu'il finit par se suicider en se noyant. Oui. C'est toute l'ironie du livre. Là. Puis, elle aurait pu dire il s'est fait tabasser, ils l'ont battu à mort, je l'ai enterré. Mais là, c'est noyé. C'est comme... J'ai l'impression elle a juste profité. Ah, mais c'est une façon aussi de le faire disparaître facilement. Puis elle a dit, tu sais, je l'ai mis dans une fosse commune. Puis, tu sais, c'était réglé. Là. Même si, tu sais, c'était facile de pas trouver de traces de lui. Tu sais. Puis en plus, qui est d'une famille... Ben, en fait, il était rendu orphelin. Il y avait personne pour pleurer sans... Tu sais, il connaissait personne. Tarek, il n'y avait aucune façon de le retrouver, finalement, quand il allait disparaître. Mais, en fait, je t'ai dit ce que je pensais du livre, mais tu m'as juste dit que tu l'avais aimé, mais toi, ce scénario-là, tout ça, comment est-ce que ça t'a... comment tu t'es senti en lisant ça, finalement? Mais j'ai vraiment aimé les femmes du livre. Fataya, pour vrai, est quand même touchante, parce qu'elle n'est pas parfaite du tout. Ben, c'est la vraie figure maternelle du livre. Là. Oui, c'est vrai. Parce que la mère de Tarek, c'est juste une femme tranchante. Là. Mais je trouve qu'avec
avec Rafik, le fils, elle Oui. est quand même présente comme une grande dirigeante, mais c'est quand même une figure rassurante pour lui, j'avais l'impression. Ouais, disons que c'est un cadre, là, mais c'est pas vers elle qui va se tourner quand il a besoin d'être rassuré, puis ni non plus vers sa mère qu'on raconte qui est boulimique, plus, là. Ça, je trouve que ça romantisait un peu la boulimie, Ah ouais? mais pour vrai, au début, je comprenais pas l'histoire de l'eau de Javel. Ça m'a pris du temps à catcher que... Ah, pour nettoyer après avoir vomi. Là, Ouais, mais soudainement, out of the blue, l'eau de Javel. Puis après, j'étais comme, es-tu enceinte? Puis elle vomit. Puis là, ah non, la nourriture disparaît. Ben, ça se peut que ça soit un peu concomitant, là, parce qu'elle finalement tombe enceinte un peu dans ces mêmes périodes-là, mais on comprend que c'est davantage parce qu'on parle que les armoires de cuisine se vident, là. À moins que ça peut aussi être un signe qu'on est enceinte, là, mais... Quand j'ai relu, j'ai compris que c'est sa boulimie. Hmm. Mais au début, j'étais, ah, pourquoi elle parle de ça, Fateya? Ah, puis un autre truc que ça m'a pris du temps à comprendre, puis je suis gênée, là, que c'était la maladie de Huntington. La Corée de Huntington. Mais la Corée de Huntington, C'est pas la maladie? c'est comme un symptôme, peut-être? Ou c'est une ça se façon peut. de bouger? Ben, je pensais que c'était ceux qui pareil, là, souffrent. mais... Corée de Huntington, c'est pas genre un symptôme? Attends, c'est Ben, c'est que tu développes des mouvements choréiques, que un peu comme dansant, puis... Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi la différence entre la Corée et la maladie, mais pour moi, c'était similaire, là. La Corée de Huntington, mettons, tu peux l'avoir de mémoire avec le streptocoque groupe A quand t'as une complication. Je suis pas sûre. Là, coupe ça si je me trompe parce que c'est gênant. On n'est pas des neurologues, là, mais... Non, mais je l'avais vu en préclinique. Mais bref, ça m'a pris full de temps à comprendre. Je sais pourquoi ça intéresse la maladie de Huntington. C'est gênant. Là. Puis après, j'ai catché que c'est la maladie que sa mère avait. Oui. J'étais comme... Ok, t'avais pas... Ok, ouais, J'ai pas fait 1+1. Voilà, je confesse. Puis qu'il y avait puis ça dit aussi qu'il y avait des histoires familiales, là, au passage où ça en parle. Mais... Pour vrai, j'étais pas du tout familière avec la maladie de Huntington. Genre, je me rappelle l'avoir lu quand on a lu la Corée de Huntington, mais c'est très, très rare là, comme pathologie. Oui, tout à fait. Puis... mais j'ai quand même... Non, j'ai aimé le livre. Je trouvais que c'était bien. Mais toi, écrit. cette histoire-là de la tragédie des couples queer, tout ça, t'as pas l'impression que c'est quelque chose que... Oui, c'est déjà dit, redit. Moi, toutes les histoires gays, c'est ça. Oui. Ça finit, ouais. Non, T'aurais-tu aimé qu'ils finissent... non mais ils étaient pas faits pour être ensemble. Je vais pas te mentir. Comme... C'était l'amour, là. C'était tellement évident que c'était... Tu sais, mettons que si l'histoire s'était passée au Canada, mettons, là, au Canada 2024, mettons, là, parce que ça dépend à quelle année au Canada, là, mais tu penses pas qu'ils auraient été heureux ensemble? Oui, ils auraient pu. En plus, les deux sont full passionnés par la médecine. Là. Tu sais, vraiment, les deux étaient vivants ensemble. C'est ça que je trouvais. Alors que, même s'ils chicanaient, tout ça, il y avait quand même un lien très fort entre eux. Là. C'est vrai. Mais oui, puis quand ils mangeaient avec la mère, puis ça, c'est le moment de bonheur là, de Tarek. Puis le mouvement, tu sais, de part et d'autre, de vouloir se retrouver... Les atomes? Tarek, dès qu'il apprend que Ali est vivant, se dit... Oui, les photons, là, mais c'est pas important, mais... Tarek, dès qu'il apprend que Ali est vivant, première chose qu'il fait, c'est quitter les funérailles de sa mère pour aller retrouver Ali. C'est quand même pas banal. Puis Ali, lui, écrivait des lettres à chaque année pour Tarek. Tu sais, il y a quand même ce mouvement-là, l'un envers l'autre, qui est quand même, en tout cas, je trouvais très touchant et très tragique. Là. Je me suis demandé si son empressement était du fait qu'il avait compris que la maladie de Huntington c'était peut-être trop tard, puis qu'il était déjà mort. Puis là, bonne question. Il se demandait si elle allait être malade. Je sais pas. Mais je sais pas si je trouvais que c'était un très bon match. Je trouvais que Tarek manquait tellement de sensibilité sur la situation de Ali, puis il se voilait la face. Puis si j'étais Ali, j'aurais trouvé insupportable sortir avec lui. Là. Il essayait plein de fois de lui dire discrètement « Hey, on a full d'inégalité dans notre couple, puis une égalité de pouvoir, juste dans la façon dont tu parles. Il y a des choses que je comprends pas, ton vocabulaire. » Puis Tarek voit rien. En même temps, tu sais, Tarek a quand même été tous les soirs s'occuper de sa mère, tu sais, puis de la mère d'Ali, tu sais, puis... oui, il y a quelque chose il y a quand même quelque chose de très généreux dans ce que Tarek a fait pour Ali, là. Puis comme personne aussi, hein, parce que le dispensaire qu'il y avait à Mokatam, la montagne, il a fait ça. C'est l'affaire qui le rendait heureux. Là. C'est comme une des rares décisions que lui-même il a pris.
parce que tout lui est imposé dans sa vie, être médecin, chef de famille, etc. Mais là, son dispensaire, c'était vraiment son choix à lui. Puis, une des scènes qui m'a touchée, c'est quand il retourne en Égypte. Puis il retourne au dispensaire. Il avait quitté parce qu'il s'était dit la montée de l'islamisme radical. Oui. Ils vont créer une clinique. Je me fais comme ça. Si ça devient dangereux, j'y vais pas. Puis finalement, il retourne, puis elle a jamais ouvert. Ouais, elle a jamais ouvert. C'est juste de l'ironie, ce livre-là. Moi, c'est ça que j'ai... Que des fois, je trouvais que le livre était cruel pour les personnages un peu, mais... Moi, j'ai vraiment eu peur que Rafik et Ali se rencontrent jamais. Puis... Ah, t'imagines? Puis... Rafik et Ali, Rafik et Tarek? T'as peut-être... Rafik et Tarek, oui, excuse. Je sais pas si t'as remarqué, mais leur rencontre se déroule en septembre 2001. Et moi, j'étais convaincu. Quand j'ai vu 2001, j'étais comme « Ah, tabarnak! » Puis là, j'étais comme « Ben oui, c'est ça! » Puis là, j'étais comme « Ah, c'est ça! » Ils vont... finalement, ils pourront pas se rencontrer parce que je sais pas quoi, contrôle aérien, whatever. Bon, ils se rencontrent à Boston, ils se rencontrent pas à New York, là, mais quand même, j'étais comme... C'est ça, oui, profilage racial, on les laisse pas rentrer dans le pays, puis finalement, ils peuvent pas se rencontrer, puis l'histoire se finit de même, puis là, j'étais comme... Hostie, genre, comme, ils nous ont empêché la retrouvaille Ali Tarek, puis là, ils nous empêchent la retrouvaille, tu sais, Rafik Tarek. J'avoue, mais j'ai même pas pensé à ça, mais pas remarqué, mais oui, c'est ça. Moi, quand j'ai vu 2001, j'ai fait « Oh! » Parce que le livre, c'est juste ça, tu sais, c'est tout le temps un peu l'ironie, un peu pathétique, souvent, pas pathétique, le livre est pas pathétique, loin de là, mais je veux dire, où la vie des humains, tu sais, est souvent plus pathétique que ce qu'on voudrait se raconter à soi-même, tu sais. C'est plus ça que je veux dire, tu sais. Puis, voilà. J'aurais trouvé ça triste qu'ils puissent pas se rencontrer. Mais, moi aussi. Mais il y a un truc, quand ils se sont rencontrés, j'ai pas compris. Et ils disent que le Rafik, il retournera jamais en Égypte après. Et je comprends... Ouais, ou qu'il n'utilisera plus jamais l'arabe, mettons. J'ai pas compris ça. Moi, j'avais compris, ça s'entendait qu'il allait s'installer à Montréal avec son père. Non, mais à la fin, ça dit comme quelque chose comme on va se retrouver, mais tu sais, c'est une affaire de... Ils se promettront de prochaines occasions, ils se prendront sans doute dans les bras aussi émus de traverser les réelles évidences de cet instant. Mektoub, c'était écrit au fond d'eux-mêmes. Chacun d'eux entendra ce mot prononcé par la voix d'une femme, la mère de l'autre, la grand-mère de l'autre. Mais pour l'heure, ouais, c'est ça. Mais on dirait qu'ils vont se revoir, là. Ben, d'ailleurs, vu qu'on est à la fin du livre complètement, c'est ça, quand je te disais la question, parce que... qui a dit? C'est ça. Mais moi, au début, j'avais... à la fin, c'est ça, du livre, Rafik pose la question à son père, mais qui d'entre elles a bien pu vous dire 3 petits points? Puis moi, au début, je comprenais pas c'était quoi. C'était quoi la question? Mais parce que... Puis, tu le sais-tu? La question, c'est qui a dit qu'il y avait un fils? Parce qu'il avait pas de l'air surpris. En fait, moi, je pense que c'est... Oui, mais pas juste ça. Je pense que la question aussi, c'est comment il a su son nom. Parce que la première chose que Tarek dit à Rafik, c'est « Rafik, je suppose, point d'interrogation. » OK. Puis on le sait pas parce qu'il y a aucune... C'est pas raconté dans le livre comment Tarek apprend qu'il a un fils et que son fils s'appelle Rafik. Je pense que c'est Nesrine. Parce qu'il était venu à Montréal pour lui dire, peut-être. Mais ça voudrait dire que Tarek, au funérailles, savait qu'il avait un fils, il l'a volontairement ignoré. T'sais, moi, je pense pas. Là. Moi, je pense qu'elle l'a appelé pour le prévenir. Avant qu'il se rencontre à Boston. Ça serait mon hypothèse. Mais après les funérailles. Après les funérailles. Parce que sinon, je veux dire, c'est vraiment Tarek, c'est vraiment un mange-marde. Parce qu'il aurait volontairement sacré son corps. Ignoré son fils, là, alors que ça fait 16 ans et il l'a jamais rencontré. Donc, j'aimerais penser que c'est ça. Soit Fataya ou Nesrine là, qui lui a dit. Là. J'espère que c'est Nesrine parce que ça bouclerait une boucle que, tu sais, elle s'était pointée à Montréal. Qu'elle était venue à Montréal et qu'elle lui a jamais dit pourquoi elle était venue. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est Tarek qui l'a plutôt recontacté puis lui a dit là, il faut que tu me dises pourquoi tu es venu à Montréal. Parce que Tarek, tout le long, il a l'impression qu'elle veut lui dire quelque chose puis elle lui dit pas. Fait que peut-être qu'il allumait ce moment. Ben, quoi que ça aurait pu être aussi. Ali est toujours vivant, là, mais je sais pas si Nesrine le savait, par contre, c'est pas clair. Je pense que c'est juste Fataya qui savait qu'Ali était toujours vivant. Je pense elle lui aurait dit après que son frère soit. Elle commençait à pleurer. Qui lui a raconté qu'il était amoureux d'Ali. Parce que.
Puis en plus, après, elle l'a quitté une semaine plus tôt. Et je m'étais dit, Oui. subitement, c'était-tu par colère? Est-ce que c'est parce que... Non, moi j'ai l'impression qu'elle avait de la misère à contenir peut-être Le secret. ce qu'elle voulait pas révéler. Ouais, ce qu'elle voulait pas révéler. Là. Mais elle avait l'air tellement déçue de son frère qui demande pas de nouvelles de Mira. Elle s'est peut-être dit, il mérite pas de savoir. Mais en même temps, pas pour pourquoi, là, mais. Non, mais c'est correct. Oh, non, il aurait dû demander. Non, j'allais plus dire, tu sais, il l'aime plus, là, tu sais. Fait que à un moment donné, on passe à autre chose. Mais en fait, il l'aimait plus depuis longtemps, là, mais en même temps, ça aurait été de bonne guerre juste de savoir un peu qu'est-ce qu'elle devient puis comment elle a été. Ben oui, une femme que tu laisses seule en Égypte, que tu as Ouais, déshonorée c'est ça. un peu. Là. Mhm. Mais il avait l'air d'avoir plein de cash, par contre, dans sa famille. Là. Ah, tellement. Comme lui, il était neurochirurgien à Montréal, puis son appartement, il Ouais, était c'est minuscule. plus petit que quand ils ont divisé en 4 leur villa en haut. Mais Peut-être- juste un étage. Peut-être qu'il envoyait de l'argent aussi en Égypte. Là. C'est pas clair. Ça. Ah, ça se peut aussi. Mais tu as mentionné que tu as beaucoup aimé que le livre soit. Que les personnages féminins soient très forts dans le livre aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé super touchant. Hmm. Autant la mère de Ali, sa maladie, puis Ouais. Fateya. Qui se laisse pas abattre du tout par sa maladie. Hein. Elle fait plus. En fait, elle accuse de sa. En fait, elle reconnaît sa maladie seulement quand Ali est présent parce qu'elle sait que Ali, lui, est très affligé par ça, mais elle-même est très sereine avec la mort, puis elle l'affronte très, très sereinement, finalement. J'ai pas fini de me dire au moment que je suis sur du coq à l'âne, mais le moment touchant, c'est quand il revient en Égypte, puis il revient à Mokatam dans son dispensaire, puis il lui chante une chanson qu'il mettait tout le Les temps. anciens patients viennent un peu le célébrer. Oui. Hein. Puis la relation qu'il Ça, avait c'est avec bien. ses patients, ça m'a quand même touchée, parce que... L'engagement. Ouais. Exact, puis que, tu sais, quand il a manqué une journée, il savait qu'il venait tout le temps, fait qu'ils ont pris comme 2 heures à partir, ils ont envoyé des enfants à l'autre bout de la ville pour aller vérifier s'il était correct. Je trouve que ces patients du Mokatam aussi m'ont quand même touchée. Parce que... Ben, c'est tout. C'est drôle, hein, parce qu'on nous le présente. Puis bon, je vais faire plaisir à Suzanne parce que les odeurs, on présente vraiment le Mokatam comme un endroit qui pue. Là. Mm-hmm. Mais puis finalement, où l'odeur est représentante un peu de la classe sociale d'où on vient. Mais ceux qui sentent le mieux, ceux qui sentent ceux qui sentent bon dans le livre, c'est souvent pas nécessairement les meilleures personnes. C'est finalement les gens qui viennent des milieux humbles, qui finalement sont les plus attachants, puis sont les plus ancrés dans la réalité, puis avec les meilleures valeurs dans le livre. Puis cette lutte des classes-là, on montre un peu des fois la déconnexion, je pense, des élites. Puis finalement, ceux dans le Mokatam sont, au contraire, comme tu l'as dit, très reconnaissants, très... en fait, Tarek les apprécie beaucoup, puis très engagés dans leur communauté, puis auprès de leurs proches, puis il y a beaucoup d'entraide sociale, puis... C'est complètement à l'opposé des patients du CAR qui, dès qu'ils ont entendu les rumeurs, ils ont... Tout à fait, qui ont fui la clinique. Puis même chose pour la fameuse soirée, tu sais, où la date entre Tarek et Ali, où au début, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'avoir un magnifique souper dans un grand restaurant, puis on nous présente vraiment comme, c'est ça, l'idée d'être riche, c'est le bonheur, tu sais, puis finalement, le seul moment où ils sont vraiment heureux dans leur soirée, c'est quand ils vont dans les bars clandestins, ils prennent l'autobus, Tarek a jamais pris l'autobus, puis ils découvrent finalement la vraie vie d'une certaine manière, au lieu d'une vie jouée, puis en représentation de soi-même. Ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris à quel point Tarek était riche quand il est embarqué dans l'autobus. Et c'était la première fois et j'ai fait « Ok, lui, il est riche. » Mais je sais pas si en Égypte, tu sais, c'est... Je sais pas, tu sais, c'est qui est-ce qui a accès à la voiture versus qui a accès à l'autobus, puis vraiment, je connais rien de l'Égypte, là, donc, à part l'Égypte antique, puis genre les pharaons, puis les pyramides, mais, la vallée du Luxor. Puis... Mais ça, c'est un truc que j'ai aimé du livre aussi. Ça m'a fait découvrir un pays et des cultures. Oui, je suis déjà allée en Égypte, mais j'étais très jeune, là, puis j'en ressors avec une vision de l'Antiquité égyptienne. Ben oui, c'est ça. C'était ça que on j'ai connaît visité, rien de l'Égypte moderne, là, finalement. Ben oui, puis c'est alors que c'est super intéressant. Nasser aussi, figure politique. Oui, j'étais allée lire sur lui. C'est quand même
un personnage intéressant. Mais en même temps, même, je trouvais que les personnages étaient complexes, mais même comme la population du Mokatam, ils peuvent être touchants, mais ils sont quand même très cruels avec la mère de Ali. Comme ils se moquent d'elle, Oui, c'est vrai, puis t'as raison, la t'as rejettent. raison, c'est vrai. Puis la mère... Parce qu'ils pensent qu'elle est. En fait, ils pensent que ces mouvements désorganisés de sa maladie dégénérative, ils pensent qu'elle est alcoolique, en fait. Puis c'est ça qui juge, particulièrement dans une communauté musulmane où l'alcool est proscrit. Là. Je pensais que c'était aussi une petite... Je savais pas si c'était une petite communauté chrétienne et musulmane ou les deux. Il me semble qu'il parle arabe, là, mais je suis plus sûr. Là. Puis je sais qu'Ali est musulman. Ouais. Ben, puis c'est un nom musulman, là, Ali. Mais Hmm. après ça, je sais pas. Là. Mais tu sais, clinique islamiste allait ouvrir à côté du dispensaire. Tu sais, j'imagine que c'est un quartier musulman. Ah, bon point. Il ferait pas ça dans un quartier chrétien, j'imagine. Là. T'as raison. Mais bon. Puis un des passages que j'ai... Il parle beaucoup de la médecine dans ce livre. Est-ce que ça te tente d'aborder ça? Je trouve que... J'ai peu prêté attention. Ah, mais Suzanne voulait parler des odeurs. Oui. C'est... Les odeurs, il y a Mokatam, il y a Oui. l'eau de Javel, Oui. la cuisine de Fateya. Oui. Je n'ai noté d'autres. Le parfum de Tarek, quand il veut impressionner Ali. Ah oui. Il se met du parfum, puis il se sent un peu stupide d'avoir mis son parfum. Mm-hmm. L'odeur lors du retour au Caire, à la page où on commence à... En fait, Tarek sort de l'aéroport. La première chose qui est écrite dans le début du paragraphe, c'est les odeurs du Caire. L'odeur de sa mère qui persiste dans l'appartement, comme si elle continuait sa présence malgré sa mort. Mira qui cuisine des oui. plats odorants pour qu'ils sentent jusqu'en bas dans sa clinique, puis qu'ils viennent. Peut-être pour qu'ils se rappellent d'elle aussi. Ouais. Puis en fait, je trouvais que les odeurs sont souvent associées à la mémoire dans le livre aussi. Oui. Puis c'est vrai que c'est une... En tout cas, je pense... Mon Dieu, c'est de la pseudo-science, là, mais je pense que c'est un des sens les plus rattachés justement au souvenir, là, l'odeur. Donc, mais bon... Mais moi, ça m'arrive souvent là, de sentir de quoi puis instantanément penser à une personne. Là, donc, je peux comprendre. Puis la dernière chose, c'est quand Tarek est à la recherche d'Ali en pensant qu'il est encore en vie, ce qui est mentionné, c'est à quel point il veut sentir l'odeur d'Ali à nouveau, puis de le prendre dans ses bras, puis c'est ça, sentir son odeur. Mais même le livre devait s'appeler « Ce que je sais de toi sans... » Ce que je sens de toi. Non, « Ce que je sais de toi okay. sans... » Je sais pas, et le safran. Quelque chose comme ça en lien au fait que Fateya, elle lui parlait de son père quand elle cuisinait. Fait que tout ce qu'il sait de son père, c'est quand elle cuisinait, puis c'est associé à l'odeur de la nourriture. Ok, j'avais pas remarqué ça. C'est super intéressant. Merci, j'ai juste ça dans l'interview. Mais je pense qu'il y a un bout où il dit « Ce que je sais de toi », il le dit verbatim. Mais il répète souvent, en fait, 2-3 fois dans le livre, ce que je sais de toi, je le sais de nanana. C'est vrai. Ben, on comprend que finalement, le livre qu'on lit, c'est l'espèce de pile de papier qui donne à Tarek lorsqu'il le rencontre, finalement. Ouais. Puis qui dit « Voici ce que je sais de toi ». Puis c'est le moment où je vais me libérer de ce livre-là, c'est le moment où on va se rencontrer, finalement. Puis donc, il amène sa pile de papier, puis lui donne au moment où ils se rencontrent. Moi, si mon fils arrivait comme ça, je serais un peu overwhelmed. Ben, mon Dieu, j'espère. En tout cas, moi, c'est improbable que ça arrive, là, mais... En tout cas... Ça serait trop drôle. Impossible. On n'ira pas dans le détail parce que c'est pas public, là, mais ça serait improbable. Pareil pour moi, là. Non, mais mon homosexualité est publique, là, mais c'est pas ça, je veux dire. Ouais. Disons que, en tout cas, ça serait un mauvais banc de parc si jamais tu tombes enceinte, là. Je serais mal à l'aise. Je serais genre, mon Dieu, il sait toutes mes histoires d'amour, puis mes secrets, puis ses affaires. Mais pour une mère, c'est plus dur d'avoir un fils illégitime, là. Je veux dire, à moins que tu sois dans un couple homoparental, là, mais faudrait que l'autre personne dans ta vie qui a un utérus ait eu l'enfant, là. Donc j'avoue. Et que toi tu le saches pas puis que tu n'aies pas vu du tout la grossesse se dérouler. Alors il faut être... Puis encore là, la question qui se poserait, c'est est-ce que c'est ton enfant? Parce que théoriquement, t'es même pas génitrice. Mon Dieu, donc, ce serait pas mon enfant, vu que je l'ai même pas élevé. Non, c'est ça, tu sais. Donc... À moins que ce soit mes ovaires. Ouais. Ben, mes implanté ovules. Dans l'utérus de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. Ouais. Possibilité.
Mais, Ouais, vas-y. mais comment je trouve... Mettons que je pensais à l'autre livre qu'on a lu, L'autre moitié de soi, où il y a un personnage qui devient médecin. Je trouve que je suis étonnée à quel point Éric Chacour décrit la médecine, puis la réalité de voir des patients, la dynamique avec certains patients, la pression sociale d'être médecin, de performer, de faire... C'est quelque chose que je trouvais que c'était bien Décrit. décrit. Exact. J'y ai tellement pas prêté attention, moi. Puis je trouvais que c'était quand même décrit en termes assez généraux, souvent. Tu sais, la maladie de la Corée de Huntington, ou en fait la maladie de Huntington, tu sais, on va juste dire, la personne a des mouvements inappropriés. Ben, pas inappropriés, mais involontaires. Mhm. Tu sais, on n'en sait pas grand-chose de plus, là. Il y a des problèmes de mémoire, des problèmes neurologiques, des problèmes cognitifs, des problèmes de mouvement, problèmes cognitifs, tu sais, moteurs, cognitifs. Ah, mais je parle pas dans sa capacité de décrire des pathologies, puis d'être vrai ou accurate, mais plus dans la dynamique et le rôle social du médecin, la dynamique avec les patients, apprendre avec un mentor, tu sais, la relation de mentor avec son père. Puis comment il décrit certains patients. Je dis, il y a des patients, je vois le patient qui veut dire vraiment qu'est-ce qu'il dit. Ça m'a pas frappé. Mais je trouvais que généralement, il décrivait bien l'intériorité des personnes. Comme ce qu'ils vont ressentir. La réponse naturelle d'une personne telle qu'elle est construite par lui. Tu sais, mettons, les comportements de Mira, les comportements de Nesrine, les comportements de sa mère, tu sais, je trouvais que c'était l'idée que je me serais faite du comportement qu'une matriarche d'une famille aurait fait, mettons. Tu sais, je trouvais que vraiment là-dedans, tu sais, il y avait quelque chose de très naturel puis de très vrai dans ce qu'il décrivait, tu sais. Très loin des Chevaliers d'Émeraude, je tiens à le dire, qui est comme mon podcast incendiaire récent. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'as pensé des Mira quelque chose? Mira Steny, Mira Ange de l'Apocalypse. Mira demi-vérité. J'ai pas compris pourquoi. J'étais comme... Pourquoi il fait juste avec elle, pas avec les autres? J'ai vraiment pas compris, en fait, pourquoi il a fait ça. Je me demande si Mira devait pas être un personnage plus développé dans son livre. Parce qu'on n'en sait rien, finalement, sur Mira, à part qu'elle va pas bien. Ouais, c'est ça. C'est une mère absente aussi, elle est vraiment pas là pour son fils non plus. Elle utilise son fils un peu comme instrument de vengeance. C'est pas un personnage vraiment... Ben, c'est une grande tragédie, tu sais. Ouais. Parce que c'est pas elle qui l'a choisi de se faire abandonner par Tarek, là. Mais sa réponse aussi, à un moment donné, c'est comme « Aide-toi, fille », tu sais. Je sais pas si t'as eu des fois cette réflexion-là, là, mais... Moi, je l'ai trouvée touchante. Mais jamais... Au début, j'étais pas sûre. Le premier Mira, j'étais là... OK. Ah, le premier jeu de mots avec Mira? Ouais. OK. J'étais pas trop sûre. Ouais. Puis là, après, je l'ai vu. Puis plus je le vois, plus j'étais genre... J'aimais ça quand il finissait pour décrire Mira à tel moment. Parce que c'était quand même un personnage, à la base, très indépendant, que... Mais elle a fui, en fait. Je sais plus comment ça s'était fini, leur première idylle, là, Tarek et elle, mais... C'était pendant la guerre de 6 jours, puis dans le fond, il y avait une autre date, puis elle s'est juste jamais pointée, puis elle préférait lire dans sa chambre. C'est ça. Je comprenais pas comme un pourquoi. peu toujours dans c'est ça, la fuite puis l'évitement. C'est un peu ça qu'on comprend, puis elle va rester un peu là-dedans. Mais il y a des choses qui ressemblent à Ali. Aussi, genre, il veut l'amener à un beau resto, des belles rues, puis là, finalement, elle, complètement pas intéressée, elle l'amène à un bar où il danse, elle donne un drink, puis c'est plus elle qui lit, puis qui est charmante, puis qui est dans son élément. Vraiment, après, comme il a une date après avec Ali, puis après, soudainement, poup, elle disparaît. Puis là, elle revient dans sa vie. Puis c'est comme une femme un peu passive. Je trouvais ça intéressant. Ben oui. Mais... Très passive, oui. Finalement, j'ai conclu que j'aimais, mais pas tous les jeux de mots des Mira. Mais Mira Steny, j'étais là, bien joué. Tarek. Oui. C'est quoi son orientation sexuelle? Ah, moi, oui, je voulais en parler, Charles. Je pense qu'il est bi. Je pense qu'il a vraiment aimé Mira. Ouais, penses-tu? Je me suis vraiment posé la question. Est-ce qu'il l'a vraiment aimé ou il savait pas c'était quoi aimer une autre personne, puis quand il a découvert l'amour avec un homme, il a comme fait « Wow, c'est vraiment mieux qu'avec les filles. » Je partage son opinion, d'ailleurs, que je lui impose. Bon point, mais je pense qu'il est bisexuel parce que... Ça se peut très bien. À chaque fois qu'elle revient
de voyage. Oui, oui, Pendant un ils ont an, des il y avait relations, oui, oui. il y avait une belle histoire, puis ils s'entendaient bien. Mais comme après, ils se désintéressent d'elle. Je me demandais si c'était juste les obligations, puis qui incarnait à nouveau les obligations, tu sais, lorsqu'elle revenait. Je sais pas, je me suis posé la question, tu sais. Mais la première fois qu'il l'a rencontrée, puis Ouais, comme ouais. tout Ça décrit ému. comme... Oui, oui. Puis il y a un moment où il compare son intérêt pour Tarek, puis son intérêt pour Ali, puis son intérêt pour Mira, puis il semblait avoir eu les papillons, effectivement, les premières fois aussi, où il rencontrait Mira. Exact. C'est ça que j'ai. Ben, je me suis. Avec Wolf, Ouais, on en a parlé, mais on est arrivé au consensus qu'il était probablement peut-être. bisexuel. Hmm. Puis que. Dans le fond, il a l'air passif avec Mira, mais il est passif avec tout dans sa vie. Ouais, ouais. Donc, Puis Mira, une des choses qu'on n'a pas mentionnées, par contre, Mhm. c'est une femme qui veut vraiment être tout le temps dans la normalité, tu sais. Ah oui? Parce que c'est comme dit qu'elle veut toujours, c'est ça, pas trop soulever de vagues, tu sais, puis ça a complètement, bon, ça a pas bien fonctionné, là, mais, ben non, mais en fait, c'est pas de sa faute, là, mais bref, son mariage, Je trouvais que l'inverse, justement, comme elle n'était pas intéressée, finalement, elle stand de lui, elle le laisse faire, elle sort, elle achète un drink, même si c'est une femme. Puis après, quand il commence à s'éloigner d'elle, ben genre, moi, je pars faire mes affaires aussi, avec une hmm, certaine colère, mais je trouvais qu'elle avait une passive-agressive un certaine peu. dépendance. Puis elle s'entendait super bien avec la mère, comme... Oui, mais quand même, tu sais, son but, c'est de fitter dans les normes, tu sais, son enfant, elle l'élève, il est bon à l'école, tu sais, puis il faut qu'il soit dans la normalité, tu sais, Hmm. puis on lui parle pas de cette vérité-là dérangeante qui est son père, puis... C'est parce que c'est une honte pour elle, puis une ouais. blessure. Hmm. C'est pas plus la grand-mère qui veut vraiment... Je m'en Ben, je rappelle pense que les plus. deux se sont bien entendus là-dessus, j'ai l'impression, là. Ouais. D'ailleurs, il y avait cette crainte-là que Mira retourne vivre dans sa propre famille lors de la mort, ou en fait, lors du départ, pardon, de Tarek. Et finalement, elle décide de rester avec la grand-mère. Puis même après la mort de la grand-mère aussi, décide de rester dans la famille de son ex-conjoint, tu sais. Oui, ça m'a... Je me suis dit, ah, c'est quand même... Ils ont une relation, ces deux femmes-là, parce que... Tu veux dire la mère et la grand-mère? Mira et la grand-mère? Oui, Ouais. parce qu'elles décrivent qu'elles s'entendent... Même presque, il est jaloux un peu, Hmm. Tarek, de leur rapprochement, comment elles s'entendent bien. Ouais. Fait que je me suis dit... C'est vrai, pourquoi elle est jamais retournée chez elle? Toute son identité arménienne, poubelle. Hmm. Pas poubelle, C'est excuse, Mira, mais... Elle Mira parle... Poubelle. non, mais elle parle pas arménien avec C'est son vrai, c'est vrai, fils. c'est vrai, c'est vrai. Hey, moi, j'ai un peu déconnecté toutes les origines de tout le monde parce que je trouvais ça mêlant des fois. Ouais, parce que c'est vrai, parce que ça dit que Rafik parle pas avec ses grands-parents parce qu'il faut. Moi, je pensais que c'était parce que ses grands-parents parlaient arabe, mais non, j'imagine que c'est parce que ses grands-parents parlaient arménien. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il parlait pas beaucoup avec eux. Mais pourtant, ses parents, à lui... Les parents de Mira parlaient arabe dans la rue. Ah, ben c'est. En tout cas, Mais je me rappelle qu'il y avait une barrière de langue entre les deux ouais, c'est aussi. ça. Ça m'a étonnée qu'elle sera... Tu sais, après ce déchirement, le départ de son conjoint, pourquoi elle retourne pas avec ses parents? Ça m'a étonnée. Autre question. Vas-y. Penses-tu que Rafik est gay? Ah, pourquoi? Ben, je pose la question. Je me Mais en suis fait, on n'en a aucune idée de son orientation réellement parce que c'est aucunement dévoilé, là. Non, mais j'ai aimé le passage où il était en train de réfléchir si il était dégoûté ou non de son père, puis comme essayer de comprendre l'émotion qu'il ressentait en apprenant son C'est homosexualité. très complexe, là. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il mangeait une colère, mais en même temps, est-ce qu'il est dégoûté par ça? Il y a un abandon. Je sais pas l'orientation de Rafik. J'aurais trouvé ça intéressant aussi qu'il vive ses premières amours, puis que... J'ai trouvé le livre court. Ah, il finit vite. Ouais. J'aurais aimé ça des fois en savoir plus. Il y a des moments où j'étais comme, j'aurais aimé ça. J'ai eu l'impression parfois qu'il fallait que je comble les vides moi-même. Puis je pense que c'est comme ça que c'était voulu, tu sais. Mais ouais, des fois j'aurais aimé ça, comme savoir plus tout ce qui se passe, puis tout ce que les personnages pensent, puis peut-être avoir un narrateur omniscient, c'est peut-être ça qui aurait aidé aussi, là. Puis à l'inverse, y a-tu des passages t'étais comme... Je m'en Le début, fiche. là, comme on a dit. Puis les bouts à la clinique, où genre, Ouais. il lui amène, puis il ouvre les lettres. Puis Oui, là, il y a sa oui, ça sert pas à secrétaire grand-chose. D'ailleurs, classique. pourquoi il s'est fait passer pour un journaliste? Moi, j'étais comme, pourquoi t'as fait ça, genre? Ah, je sais pas Qu'est-ce non que ça plus. donne de plus?
Pourquoi t'as pas juste écrit « Allô, je suis ton fils, voici les preuves, on peut-tu se rencontrer? » genre? Je me demandais s'il avait peur de vivre Un rejet? un rejet. Je me suis posé la question, moi aussi. Ou c'est peut-être juste pour créer un suspense dans le livre, là. Parce que j'étais comme... C'est donc ben niaiseux de t'être fait passer pour un journaliste, là. Tu sais, comme... Il te répond 3 fois qu'il a pas envie de te parler, tu sais, parce qu'il pense que t'es juste en train d'essayer de faire une entrevue avec lui. Change de stratégie. Tellement... Oui, ça a dû coûter cher en time, là. Il a harcelé. Au final, il a... Mais je me demandais... Clairement, il a compris rapidement Tarek quand il a envoyé la montre avec les initiales. Oui, ben là, ça, c'était... Je pense que rendu là, c'était comme évident, là, mais... Ou sinon qu'il aurait genre cambriolé sa famille, là, mais... Non, mais tu sais... J'aurais aimé que... En tout cas, peut-être qu'il y a pensé, mais qu'il voulait faire croire... Moi, au début, je me demandais si c'était pas Ali qui essayait de contacter. Et je pensais pas que c'était son fils. Après, on a appris que le fils existait. Mais je m'étais dit... Ah, est-ce que c'est Ali? Parce que moi, j'étais genre... Quand Ali est mort pour la première fois, j'étais comme... C'est sûr qu'il est pas mort. On n'a pas son corps. Tu vois, j'étais pas sûr, ouais. J'étais pas sûr au début, ouais. Puis j'espérais vraiment qu'il soit encore vivant. Moi, j'étais comme, on peut-tu avoir une histoire d'amour qui finit bien, tu sais, mais... T'imagines vivre 2 fois le deuil de ton doublement seul mort. amour, là, qui est mort 2 fois. Tu sais, ça devait être tough. Ah! Oui? Le livre se passe durant les années 80. Le VIH. J'étais aussi comme le septembre 2001, 11 septembre. J'étais sûr qu'elle allait avoir une histoire de VIH là-dedans. Surtout avec Ali qui est travailleur du sexe en Égypte. Et là, je me suis posé la même question, mais ça finit pas en 82, leur histoire d'amour? Genre, mais le premier rapport aux États-Unis, c'était en 81. Le MMWR, le Morbidity Mortality Weekly Report, qui est une espèce de périodique du CDC, là, l'Agence de santé publique des États-Unis. Ouais, je te le dis pas pour toi, là, je te le dis pour nos auditeurs, auditrices. Toi, obviously, tu sais c'est quoi. Je suis attentive à ce que tu dis. Oui. Ben, c'est ça, le premier rapport de phénomène d'immunodéficience chez les hommes gays, ça a été en 81. Fait que, clairement, il y avait déjà la transmission avant ça aussi. Donc, j'étais comme, yo, comment... Ben, écoute, ça se peut là, qu'il ne l'ait pas attrapé, mais moi, j'étais sûr, comme le septembre 2001, qu'il allait avoir quelque chose rattaché au VIH dans leur histoire. Moi, je pensais qu'Ali allait mourir la 2e fois du VIH et qu'elle a été épargnée de la maladie. Ça aurait du sens aussi, ouais. Ça aurait du sens. Mais en fait, pas du tout. Puis Tarek l'a même pas eu non plus. Je me suis dit, oh, pardon, est-ce que tu penses... Je sais pas comment c'est transmis le... C'est transmis le VIH, mais comment il a navigué? Genre, est-ce qu'il est arrivé tardivement en Égypte? Non, l'épidémiologie en Égypte, j'en ai aucune idée. Là. C'est ça, je me suis Parce demandé. que, il faut comprendre, dans les pays musulmans, il n'existe pas l'homosexualité. Mais non, mais je sais pas comment ça s'est transmis en Égypte. Mais oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais remarqué en lisant l'époque du livre. C'est pile à ce moment-là. Je me suis posé la même question. Puis après, je m'étais dit, c'est peut-être 83. Parce que c'était le début? Ou en Égypte, je me suis demandé. Ouais, ça se peut. Mais il y a vraiment des pays qui ont été moins touchés que d'autres. Là. Donc, tu sais, aux États-Unis, c'était en 81, mais après ça, tu sais, c'était un gros... Tu sais, c'était en Californie, dans les quartiers vraiment très, très fortement homosexuels. Il n'y avait probablement pas un quartier... Ben, peut-être, moi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'il y avait un quartier queer, mettons, comme à Los Angeles. San Francisco. Ouais, mais je pense que en tout cas, oui, San Francisco puis Los Angeles aussi. Je pense que, tu sais, c'est West Hollywood, je pense, ou c'est West Hollywood. Mais en tout cas, bref, il y a un quartier qui est particulièrement gay à Los Angeles. Puis, tu sais, c'est dans ces endroits-là que les foyers de transmission étaient le plus élevés. Alors qu'en Égypte, je pense peut-être qu'il n'y avait pas ces quartiers-là pour avoir justement un foyer de transmission aussi. Je me suis demandé si l'endroit où il l'amenait, c'était pas un bar gay. Ben oui, je pense que oui. OK. Ben oui, il y a 2 hommes qui s'embrassent dans c'est vrai. Dans la scène. Ouais, c'est tout ce que j'avais, mais j'avais des images je trouve tellement que c'est... Parce qu'on a beaucoup parlé de l'histoire, des personnages, de qu'est-ce qu'on pense, les thèmes, tout ça, mais il y a c'est tellement beau ce qu'il décrit des fois, juste la façon qu'il décrit les choses
L'auteur, puis, je veux dire, ça rajoute rien à l'histoire elle-même, mais c'est juste tellement agréable à lire. Puis j'en avais quelques-uns que je voulais lire. Je sais pas si toi, si tu avais des passages que tu as vraiment trouvé très jolis. Oui, j'en avais trouvé que j'avais... Veux-tu commencer le bal? Ah, tu peux y aller. Ok, je vais te laisser le temps de trouver. Premier, c'est à la page 145, tout en bas. Je sais plus ce qui se passe, mais c'était juste l'image que je trouvais belle. Ça dit: les hommes sont des nomades à l'arrêt. Ils peuvent parfaitement traverser leur existence tout en se cachant cette réalité. Ils se persuadent alors que le temps ne compte pas, que l'espace se fractionne en poussière et que ces poussières s'acquièrent par des titres de propriété. Orphelins de l'immensité, ils meurent sans avoir vécu, mais pour peu que cette vérité leur apparaisse soudain, qu'elles choisissent qu'elles choisissent de jeter sa lumière crue sur leur quotidien, tout compromis à leur liberté devient alors insupportable. Tu sais, qu'on parlait de la lutte des classes, puis il y a vraiment cette dénonciation-là, finalement, du matérialisme, puis du capitalisme, d'une certaine manière. En tout cas, c'est tellement beau de la façon qu'il construit ses phrases, des fois. Vraiment. Orphelin de l'immensité. Je suis d'accord avec... Excuse, je trouve aussi que c'est un passage très beau. Puis je me suis rappelé, je l'ai lu, je fais « Ah, peut-être Fred, il va aimer ce bout-là. » Moi, il y a un autre bout que je pensais que tu allais peut-être aimer, mais je suis pas sûre. C'est quand il décrit les patientes victimes de violences conjugales. Puis il décrit leur conjoint. Oui, c'est vrai que c'est beau. Il avait dit « les mains aux allures d'escalier parce qu'elles utilisent tout le temps l'excuse « je suis tombée dans les escaliers ». Exactement. Oui, je me rappelle. J'avais aimé ce bout-là. Puis moi, j'avais aimé comment il avait décrit le patient aussi, Omar, avant d'apprendre que c'était un truc. Ben, j'avais aimé ça pareil. Puis un des passages qui m'avait bien fait rire, là, pas fait rire, mais j'aimais beaucoup l'ironie de quand ils ont pris le nom de Fateya, là, Nesrine, puis se le sont appropriés. Ah, c'est n'importe quoi, hein? Oui, ben c'est ça que finalement, c'est ça. Fateya s'appelait Nesrine, puis là, sa mère a dit c'est pas vrai que notre bonne va s'appeler comme notre fille, tu sais, puis elle a juste renommé Fateya, un nom qu'elle a comme inventé, ou je sais pas trop, elle a tiré de où, là. Oui! En tout cas. Puis qu'après, Fateya a juste fait OK. Elle était comme, mais non, ils veulent tellement me garder, ils sont prêts à changer mon nom au lieu de me renvoyer. Oh mon Dieu! Là. Oui, comme l'internalisation de son rôle. Ok, j'avais aimé aussi. Ah oui, j'avais aimé aussi quand il avait décrit Omar, puis il avait dit il est toujours commode de laver son âme au vice des autres. Quand c'est le premier qui tire, là, pour dire. Dans le fond, Omar, il a peur que Tarek dise qu'il soit homosexuel. Fait que la seule façon de se défendre, c'est de dire. C'est de dire aux autres. En fait, c'est de révéler l'homosexualité d'une autre personne. Exact. Moi, j'avais un autre passage qui raconte le deuil. Ah! Quand. C'est ça. Je pense que c'est après la mort de... je sais plus si c'est la mort d'Ali ou la mort de la mère. Bref, page 265. Ce n'est pas tant qu'on s'habitue au deuil, on finit simplement par se faire à l'idée que nous sommes mortels. On y trouve même parfois une certaine forme d'apaisement. Il nous arrive de pleurer encore, on pleure pour se sentir vivant, on pleure comme un rappel de son propre sursis, on pleure de mesurer l'extrême précarité de celui-ci. On dit que l'on pleure ceux qui nous ont quittés, mais à la vérité, on ne pleure jamais que sa propre impuissance. C'est rempli de grandes vérités comme ça, tellement bien écrites. C'est vraiment beau. Je suis d'accord avec toi. L'autre, mais j'ai mal identifié dans mon cahier, donc je peux plus les retrouver. Oh, pas de souci. Ah oui, j'ai trouvé. C'est quand parce que je trouvais que quand il imposait beaucoup la médecine à son fils, puis comment il le choisissait, c'est tellement quelque chose qu'on retrouve chez nos collègues, que quand tu demandes pourquoi tu as fait la médecine, ben c'est comme j'avais des bonnes notes. Tu dis chez nos collègues parce que toi, tu considères pas que... Ben, longtemps, je pensais que j'allais y aller par les attentes, mais finalement, ça m'intriguait. Je trouvais ça intéressant. J'aimais ça... Comme je garde encore une curiosité des maladies. J'aime ça aller lire dessus, mais j'aime pas la prise en charge, les traitements. Je trouve que c'est démoralisant. Puis stressant. C'est du par cœur aussi. Exact. Mais je trouvais que la médecine avait l'équilibre entre
des sciences, mais aussi l'aspect humain, la relation d'aide, puis que j'allais pas m'ennuyer, parce que je trouvais que je m'ennuyais beaucoup au cégep, puis j'étais là, il me semble que la médecine, ça va être un bon challenge qui va me stimuler, mais ça m'a dépassée, en fait. Mais il avait dit, tu avais l'âge d'avoir pour tout projet que ceux que l'on formait pour toi. N'était-ce réellement qu'une question d'âge? Parce que lui, c'est toute sa vie, en fait, Tarek, là, qu'on décide pour lui, à part sa fuite au Canada. Mais en fait, c'était pas beau, mais je trouvais, comme tu disais, que c'est des réalisations ou des vérités un peu Ben, partout. des fois, c'est... Puis oui, puis c'est comme des grands mots de sagesse qui sont cachés un peu partout dans le livre, puis qui s'insèrent dans l'histoire, mais qui finalement sont des grandes vérités c'est ça, qu'on nous révèle, puis qu'on nous transmet. Sans dire... en fait, parce que tu sais, c'est sous le couvert de Rafik qui nous raconte finalement ses propres réflexions, mais ça demeure qu'il y a quelque chose d'universel dans ce qui est raconté, puis qui est très beau, je trouvais, personnellement. Ça t'a-tu donné envie d'aller en Égypte et goûter des plats égyptiens, écouter de la musique? Ben, en fait, oui, mais comme je prends plus l'avion, j'ai toujours un peu un problème Je comprends. c'est ça, entre mon désir puis la réalité, puis de ce que mes décisions, c'est ça, il y a deux choses. Il y a comme une forme d'interdit dans l'avion, mais bon, je dis pas que je le reprendrai jamais. Là, Mais tu peux écouter Dalida et ouais, aller laissez-moi dans un danser. resto égyptien. Mais, ah oui, mais il y avait une chanson, c'était... Ah, je sais plus, c'est en arabe. En fait, je pourrais jamais le prononcer. Ouais, moi non plus. Ben, tu parles ça? C'est... Non, Ok, pas du ouais. tout. Mais j'ai écouté la version. En plus, je t'avais envoyé la chanson, j'allais là, quand t'arrives à telle page, faut que t'écoutes la chanson. Non, j'ai même pas souvenir de ton message. C'est correct, Wolf a fait la même chose. Je suis désolé. C'est correct, pour vrai. Puis là, je l'ai réécouté, puis Puis en fait, j'avais essayé de trouver la chanson, mais c'était en arabe, alors je cherchais les paroles qu'il avait traduites, puis j'avais pas vu que c'était une traduction. Mais c'est sur la chanson « Il est beau mon pays », l'Égypte. Oui, ben puis on a plusieurs passages, effectivement, dans le livre. As-tu autre chose sur le livre? Non. Ben écoutez, d'habitude, c'est ça, on assume toujours que les gens qui écoutent le podcast ont déjà lu le livre, donc on s'excuse pour tous les spoilers. Ben, en fait, on s'excuse pas parce que vous êtes censé l'avoir lu, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui ont écouté le podcast, qui sont rendus jusqu'ici, ce qui est d'abord bravo. Bien joué. Bien joué, oui, vous avez réussi, et puis on vous remercie, puis on ne sait pas dans quel état vous avez terminé cet épisode-là, mais vraiment, lecture magnifique, ça se lit facilement, je veux dire, c'est 300 pages, c'est vraiment, ça se lit en quelques jours. Je recommande très chaudement. Félicitations Éric Chacot pour ce premier livre, vraiment magnifique, puis encore une fois, garochez-vous, allez le lire, puis écrivez-nous sur ce que vous avez pensé. Sur ce, merci Eliane pour ta présence, tes réflexions. C'est toujours agréable.